Cette vidéo est une présentation de La Pioche, boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui, c'est l'actu ludique du 10 avril 2022. Alors, comme à l'habitude, on va parler aujourd'hui des quelques nouvelles que j'ai à vous parler. Je vais faire peut-être un petit éditorial rapide avant de passer aux nouvelles là, sur une nouvelle en particulier que je vais parler. Mais je voulais en discuter un peu avec vous. Mes expériences de jeu, ça a été beaucoup des expériences, un mix en personne et sur Board Game Arena, que j'ai rejoué à des jeux que ça fait longtemps que je n'avais pas joué, que j'avais le goût de jouer. J'ai commencé à faire des parties en tour par tour, donc ça permet de jouer vraiment n'importe quand dans la journée. Tu as un petit 2 minutes, tu fais ton tour, puis tu passes à... Fait que j'ai comme 5-6 tables en cours en ce moment. Peut-être un petit peu trop, mais bon. J'avais un petit enthousiasme de jouer à certains jeux, puis on y va comme ça, on apprend les règles en même temps, donc c'est quand même assez pratique. Je pense que c'est la première fois que je faisais des parties en tour par tour comme ça. Donc ça, il faut se remettre toujours un petit peu dans la partie à chaque fois qu'on revient, là, mais c'est quand même intéressant pareil. Avant aussi toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous l'écoutez en audio, abonnez-vous au podcast, tout simplement. Que je voulais dire d'autre? J'ai perdu mon fil. Aussi, si vous voulez avoir des façons de m'encourager, c'est sûr, ça s'adresse plus aux gens qui sont au Québec. Donc, une bonne façon de faire, c'est d'aller magasiner sur ma boutique, boutiquelapioche.com, avec le petit logo orange ici. Dans la pièce que je suis en ce moment, c'est la boutique. Donc, je vous invite à aller voir ça également. Pour les Européens, les façons d'encourager, c'est de partager, etc., de commenter. Peut-être éventuellement, je ferai une certaine façon pour ceux qui aimeraient contribuer, mais pour l'instant, ça reste comme ça. Pour l'encouragement, c'est via la boutique. Sinon, je voulais revenir à une nouvelle que j'ai vue passer hier qui parlait de Warhammer Realms qui s'allie avec Alea pour faire une version de luxe de Les Châteaux de Bourgogne, de Castle of Burgundy. C'est un jeu, j'adore les Châteaux de Bourgogne, il est dans mon top 10. Si je ne me trompe pas, il me semble que je l'ai pas mal certain qu'il est dans mon top 10 à vie, ou pas loin. Il faudrait que je revoie mon dernier top 100 que j'ai fait. Et c'est un jeu dans lequel c'est un jeu euro avec un design assez particulier, moi que j'aime bien. C'est très épuré, c'est très vieux comme style. Ils ont refait la nouvelle version anniversaire un petit peu plus colorée, mais ça reste encore quand même assez... on n'est pas dans les visuels qui attrapent l'œil beaucoup, mais c'est bien, il y a des petites tuiles, etc. Ça reste un euro, placement de tuiles avec des dés qu'on peut changer les valeurs, des tuiles qu'on va chercher, qu'on va placer dans notre royaume, dépendant de l'agencement, les zones qu'on ferme en premier, etc. Ça donne des points. Donc, un jeu super stratégique, super le fun, vraiment un excellent jeu. Et là, il y a la version Deluxe. Moi, je ne suis pas un gros fan des versions Deluxe. J'aime le artwork sur lequel ils travaillent. Ça donne vraiment un beau style au jeu. Ils ont certaines propositions qu'ils vont faire voter. Fait que ça, c'est le fun. Où ça me bloquait un peu, c'est l'image de la boîte qu'ils présentaient. Peut-être que ça ne sera pas ça, mais c'était une boîte, là. On est quasiment 2 à 4 fois plus gros que la boîte normale. Je trouve ça un peu exagéré, puis j'ai l'impression qu'ils veulent rentrer des figurines dans ce jeu-là qui, à mon avis, n'ont pas sa place, dans un jeu comme ça. Je comprends que c'est une version de luxe, mais l'argent, les pièces de monnaie lourdes, ça c'est le fun, ok? Ça peut changer de peut-être les petits jetons pour les plus ou moins 1, peut-être qu'on peut utiliser ça. Pour peut-être les pièces de roche, peut-être une autre façon aussi de l'arranger. Ça peut être de façon de luxe, les tuiles plus épaisses, bien
bien coloré, des bons organisateurs. Ça, c'est le fun, ok? Bon, ça facilite le rangement, ça facilite le jeu. Des bonnes façons d'accélérer tout ça, la mise en place, parce que souvent, il y a beaucoup de choses à mettre. À chaque tour de jeu, il faut remplir les choses. Fait que ça peut être une belle façon. Les plateaux de joueurs super beaux, mais là, on dirait qu'il y avait comme une figurine de tour pour le château, parce qu'il y a une des tuiles, c'est le château. Est-ce qu'on veut vraiment avoir ça, là? Ça va faire monter les prix pour une. Tu sais, puis avec des grosses boîtes qu'on n'a plus de place à mettre nulle part. J'étais un petit peu. Ça me faisait reculer un peu cette nouvelle-là, malheureusement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Peut-être en commentaire de la vidéo, vous pouvez me donner votre avis par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez des versions Deluxe comme ça, où on rentre des figurines dans des jeux que, sincèrement, ça n'a pas vraiment sa place. Est-ce qu'ils vont vraiment aller là? Peut-être que je fais juste spéculer, mais à ce que j'ai vu de la pré-campagne, ça semblait aller vers des petits trucs comme ça. Peut-être pas des tonnes, parce qu'à un moment donné, ça devient un petit peu intense. Quoique, il y aurait moyen, hein, c'est des bâtiments qu'on construit, on fait vraiment une ville. Il y aurait moyen de faire de quoi très figurine dans ce style de jeu-là, quand même. Oui, ça ferait peut-être de quoi de beau, mais en tout cas, à voir. Donc, n'hésitez pas à répondre en commentaire à cette vidéo-là sur qu'est-ce que vous en pensez de ça. Donc, sans plus tarder, je m'arrête là et on va aller faire un petit tour aux nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Fini le temps d'essayer de naviguer sur BoardGameGeek directement sur votre iPhone ou votre iPad, puisque l'application BoardGameGeek est maintenant disponible pour iOS, pour les iPhones et iPad. Je l'ai utilisé un peu depuis et c'est vraiment l'élément qui manquait pour apprécier encore plus le contenu de ce site de référence par excellence des jeux de société. Pour les utilisateurs d'Android, il ne reste qu'à attendre votre version de votre côté pour pouvoir profiter également de cette application. Le projet n'est pas encore lancé qu'il fait déjà beaucoup jaser. Awaken Realms et Ravensburger se sont alliés pour créer une édition spéciale de The Castle of Burgundy, les châteaux de Bourgogne. Le design graphique va être complètement amélioré pour avoir un style plus moderne et attrayant. Les plateaux de joueurs vont être complètement repensés. Ils vont également faire appel aux joueurs dans le processus de création des différentes composantes. Je vais quand même surveiller cette campagne, mais le prix risque d'être un frein dans ma décision. Alexander Pfister revient avec une refonte de l'excellent Mombasa et un changement de thème dans Sky Mines. Les joueurs vont être des corporations qui tentent de faire revivre l'exploitation du minage des astéroïdes et de la Lune. Dans Sky Mines, l'économie est au cœur du jeu et vous allez retrouver des mécaniques de gestion de main, d'investissement et d'achat d'actions de compagnie. Un jeu stratégique complexe et d'une durée approximative de 75 à 150 minutes. Le jeu est prévu pour le troisième quart de 2022. Whistle Stop et Whistle Mountain vont avoir des versions françaises et celles-ci sont prévues respectivement pour les mois de juillet et le mois de mai au Québec. La version française de la Cathédrale Rouge est déjà sortie en Europe, mais elle arrive également très bientôt en Amérique vers le mois de mai. Finalement, on pourra voir la version anglaise et la française de Libertalia arriver très prochainement. On parle de la fin avril pour la version anglaise et de juillet pour la version française du côté du Canada. C'est ce qui termine les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Alors, du côté des expériences de jeu, j'ai refait ma dernière partie du tournoi que je faisais de Cascadia. Toujours super agréable en solo. Il me reste à l'essayer à plusieurs joueurs aussi pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je vous en reparlerai rendu là. Je vais juste mentionner que j'ai refait une partie toujours agréable. J'aime ça vraiment, le petit casse-tête de ce jeu-là en solo. On essaie bien d'optimiser nos choses, faire nos terrains en même temps que placer nos animaux correctement en fonction des objectifs. Toujours agréable. Je pense que j'ai réussi à dépasser le 100 points pour cette partie-là. Donc très content on dirait d'avoir passé un petit niveau au-dessus. C'est pas toujours évident de passer les 100 points dans ce style de jeu-là. Ça dépend des objectifs aussi. Il faut être conscient de ça. Puis le tirage des tuiles, comment on est capable de bien organiser nos terrains. Quoi qu'on se débrouille quand même d'une certaine façon.
avec ce qui sort, avec les choix qu'on va faire, avec les petites plantes qu'on va chercher pour faire des meilleurs choix au courant de la partie. Donc, Cascadia, toujours super agréable. Il me reste à l'essayer à plusieurs joueurs. J'ai refait une petite partie en ligne sur Board Game Arena de Lucky Number. Lucky Number, tellement un jeu simple, efficace, rapide. Faut juste remplir notre tuile avec les chiffres en ordre croissant dans les deux directions. On essaie de ne pas donner des chiffres intéressants aux adversaires pour réussir à être premier à remplir notre feuille. La partie que j'ai faite, c'est terminé à égalité. On a terminé en même temps. Donc, c'est ce que le jeu peut offrir de temps en temps. C'est un jeu qui m'intrigue beaucoup pour les modes solo, mais sur Board Game Arena, on peut juste jouer en multijoueur, si je ne me trompe pas. Je pense pas qu'il y ait un mode solo pour Board Game Arena dans celui-là, vu que ça va être des puzzles, 40 puzzles à résoudre. Peut-être qu'un jour, je me le procurerai en version standard pour ce genre de petite mécanique-là. Un jeu qui pourrait sortir très bien, là, une vingtaine de minutes, assez simple. Oui, il y a de la chance, là, on s'entend, mais ça reste le nom Lucky Number. Si tu as le mot chance dans ton titre, c'est sûr qu'il faut t'attendre à avoir un peu de chance, mais il y a un petit peu de stratégie quand même dans où on positionne nos choses. Pas se mettre trop des gros chiffres ici, dépendant de qu'est-ce qui est sorti aussi, il faut remarquer un petit peu les chiffres qui sont sortis. Il y a un certain nombre de chaque exemplaire, donc toujours intéressant. Lucky Number. J'ai fait aussi une petite partie de Happy City sur Board Game Arena aussi. Celui-là, j'y reviendrai. Je pense que je vais essayer de le réessayer. Je ne suis pas certain que j'avais toutes les règles en tête quand j'ai commencé la partie. Donc, je faisais un petit peu n'importe quoi. Une petite mécanique d'essayer d'avoir que sa ville produise certaines ressources. Il n'y a pas beaucoup de cartes qu'on va chercher dans la partie. Donc, il faut quand même optimiser nos choses pour être capable éventuellement de produire plus pour faire des plus gros bâtiments, etc. Donc, Happy City, faut que j'y revienne. Ça ne m'a pas nécessairement extrêmement surpris sur le coup. Je n'ai pas tombé de ma chaise de faire « Oh, c'est totalement génial ce qu'ils ont fait ». Ça semblait à beaucoup de choses qu'on a déjà vues, mais assez simple en même temps. Pas beaucoup de cartes. La partie est très rapide, peut-être trop rapide à mon goût. Bon, on va voir pour la suite. Donc, j'ai quand même pris le temps d'essayer ça, vu qu'il avait quand même été nominé à l'As d'or. Donc, je voulais voir qu'est-ce que ça avait l'air pour Happy City. Il y a quand même beaucoup de commentaires que le monde se demandait pourquoi c'était à l'As d'or. Je peux comprendre. Encore là, j'ai juste une partie de jouer à 2 joueurs sur Board Game Arena. Donc, il faut se garder des réserves avant de se prononcer sur ça. Donc, c'était une petite partie de Happy City. Ensuite de ça, j'ai joué aussi, en fait, j'ai reçu une copie de review, en fait, pour faire une vidéo pour Activity, le nouveau jeu de Stéphane Vachon, qui s'en vient sur Kickstarter prochainement. Et donc, je vais vous préparer une partie en solo de ce jeu-là qui va être diffusé à un certain moment, là, selon les demandes de Stéphane. Donc, j'en parle pas plus longtemps pour l'instant. Je veux pas, je sais pas trop à quel point je peux trop en parler ou pas. Quoique le but c'est quand même de mousser le jeu éventuellement. Donc pour l'instant, j'ai juste fait des parties en solo de l'activité. J'ai fait 2 parties pour bien tester le jeu. J'ai fait en fait non, j'ai fait 3. J'ai fait 3 parties, je me trompe pas. Deux fois le scénario 1 puis une fois le scénario 2. Non, j'ai fait 2 fois le scénario 1. En tout cas, je n'ai pas encore fait le scénario 2. Parce que dans la boîte, il y a plusieurs scénarios qu'on va passer comme ça. Dans la version review, il y a seulement les 2 premiers. Donc, c'est ce que ça nous donne une idée en thèse. C'est un jeu, dans le fond, de cartes coopératives dans lequel on doit détruire des virus dans le système, des virus informatiques, et on va avoir différents personnages avec différents pouvoirs qui vont pouvoir justement aller jouer dans différents secteurs. Il ne faut pas atteindre un certain niveau dans une zone, il faut être capable de pouvoir de passer au travers du paquet justement je me souviens plus du terme, des aléas qui vont arriver. On peut les mettre dans différentes zones pour les traiter plus tard. On peut choisir, dans le fond, comment on prend une carte dans notre paquet de cartes qu'on veut justement détruire dans la partie. Donc, le but, c'est de passer au travers de ce paquet-là. Et il y a certains événements aussi qui vont arriver.
non, je me souviens plus des termes de rien, ça va pas bien, qui reviennent aussi polluer ce deck-là, ils rajoutent des cartes dans ce deck-là. Quand on a atteint certains niveaux, on a un pare-feu aussi à bien gérer si on perd notre pare-feu. On est tout simplement mort. En solo, on va comme jouer deux personnages mixés ensemble. Donc, ça ressemble à ça pour l'instant. Je ne veux pas aller trop dans le détail. Je n'ai pas encore assez exploré le jeu. Puis je veux jouer aussi à plusieurs joueurs pour voir aussi, avant d'en parler un petit peu plus. Donc, Activity, je vous reviens, il va y avoir une partie en solo dans les prochaines semaines qui va sortir aussi avant la campagne Kickstarter. Donc, ça, je vous en reparle de Activity. J'ai également essayé, en fait, j'ai joué beaucoup de parties, 7 parties, je pense, de Sobek 2 joueurs sur Board Game Arena aussi. Donc, j'avais le goût d'essayer celui-là et vraiment, il y a un petit buzz autour du jeu. Et donc, j'avais de l'intérêt vu qu'il sort bientôt. De mémoire, c'est au mois de mai qui s'en vient dans les boutiques. Donc, Sobek 2 joueurs, c'est un jeu dans lequel, c'est la version 2 joueurs du jeu Sobek. Donc, il y avait un jeu qu'on va collecter des marchandises pour les revendre au marché. Et dans ce jeu-là, il va y avoir une espèce de plateau dans lequel il va y avoir des tuiles. Et les tuiles, dans le fond, à chaque fois qu'on va en récupérer une, ça va faire bouger la petite pièce qui dit dans quelle direction on peut aller chercher les autres pièces, les autres tuiles. Et donc, sur le plateau, il va y avoir des tuiles, justement, de ressources avec ou sans scarabées. Les scarabées, c'est les multiplicateurs de points. Il y a des tuiles aussi avec des Duren. J'ai oublié le terme de la pièce de monnaie. Celles-là, on peut les défausser, ces tuiles-là, pour aller chercher justement ces pièces-là qui valent des points, qui sont cachées, donc c'est des points aléatoires. Et on va avoir dans le fond aussi des personnages qui vont avoir différents effets au courant de la partie, des effets qui vont nuire aux autres joueurs, des effets qui vont être bénéfiques pour nous, etc. Donc on va pouvoir jouer ces personnages-là. On peut aussi les mixer tout simplement à nos ventes avec les couleurs, les bonnes couleurs de ressources pour multiplier les points. Dans le fond, quand on vend des ressources, il faut vendre au moins 3 en même temps. Qu'on va au marché, qu'on va chercher une petite pirogue, des petits bateaux qui sont des bonus. Il y en a 5 dans la partie, donc les 5 premières ventes vont nous apporter ces pirogues-là. Donc il y a comme un aspect de est-ce que j'attends un peu pour multiplier mes points parce que plus je joue de tuiles ensemble fois le nombre de scarabées, plus ça va me donner de points. Par contre, on peut en rajouter dans la partie sur ces tuiles-là, mais il faudra en rejouer 3 en même temps. Donc 6, c'est quand même beaucoup d'un même type. Donc, si on peut en faire 4-5 en même temps et attendre un peu, mais là, ça se peut qu'on ait moins accès aux bonnes pirogues. Donc, il y a tout cet aspect-là. Il y a certaines tuiles qui sont très fortes. L'ivoire, dans le fond, les défenses. Celles-là sont très payantes en scarabée. Donc, il y a vraiment un aspect stratégique dans les sélections qu'on va faire pour ne pas que l'autre joueur aille chercher toutes ces tuiles-là. On veut en avoir aussi. Je m'en suis rendu compte après quelques parties de faire OK, là, si j'y laisse aller chercher toujours un peu ce qu'il veut, j'y allais un petit peu selon mes besoins, mais je regardais pas trop ce que l'autre, ça allait y amener. Et là, je me suis rendu compte que ces pièces-là sont super importantes. Il y a bien de la stratégie aussi. Dans la dernière partie que j'ai jouée, je suis allé vraiment... j'avais pas de personnage, mais j'avais quand même vendu plus de ressources que l'autre joueur, qui semblait être plus basé sur faire une partie longue. Puis là, à un moment donné, je me ramassais à un certain point que je pouvais prendre une tuile et ça faisait en sorte que ça m'était fait à la partie parce qu'on n'était plus capable de remplir le marché. Puis lui, il avait quasiment rien joué à ce moment-là. Donc, puis on aurait pu encore durer sur plusieurs tours. Là. Il y avait beaucoup de ressources encore sur le plateau, mais de la façon que c'était configuré, j'ai réussi à le faire jouer en sorte qu'il m'amène à prendre une dernière tuile qui l'empêchait totalement de finir, de jouer d'autres éléments dans sa partie. Donc, c'est quand même assez important. Donc, il y a une tactique aussi sur le plateau, dans la façon qu'on va chercher, si on réfléchit un petit peu, là, vraiment été, là, plus je joue, plus je fais OK, je peux y aller comme ça. Faut que je réfléchisse à ça, aller chercher des ressources, les vendre au bon moment, s'adapter un peu à ce que l'autre va jouer. Il y a une tuile, en fait, de l'autre, des personnages qui, si on a plus que 6 tuiles en main, il faut les défausser
dans notre corruption. Tout le concept de la corruption est super intéressant aussi. On peut aller chercher des tuiles plus loin, passer par-dessus d'autres tuiles, mais toutes ces tuiles-là vont aller dans notre corruption. Puis à la fin de la partie, on regarde la différence des deux piles de corruption entre les deux joueurs. Puis s'il y a vraiment des grosses différences, ça donne beaucoup de petits jetons aléatoires de points à l'autre joueur. Donc ça, c'est à faire attention aussi, mais des fois, ça nous permet d'acheter des meilleures tuiles. Donc il y a tout des bonnes décisions à prendre. Donc, un petit jeu à 2 joueurs là, vraiment intéressant. Je pense que ça va être très, très populaire. Donc, Sobek, 2 joueurs. Très content de mes parties jusqu'à maintenant. Puis je vais en refaire d'autres aussi. Ça joue très bien. D'ailleurs, si vous voulez l'essayer sur Board Game Arena. J'ai également joué à Codex Naturalis en partie tour par tour sur Board Game Arena. C'est un jeu dans lequel on va faire vraiment un réseau de cartes qui vont donner des points en fonction de d'autres cartes. Il y a des objectifs privés, des objectifs communs en fonction des petits symboles. Donc, on essaie de faire notre meilleur réseau possible de cartes, des cartes d'horreur qui vont avoir des prérequis avant de pouvoir les jouer, mais ils vont donner des points en fonction de certaines cartes. Les cartes de base qu'il y a, c'est vraiment des ressources en tant que telles. Des fois, il y a un petit point dessus aussi. Il faut agencer les coins ensemble, ça fait un espèce de gros réseau. Super intéressant. Il faut voir que je rejoue d'autres parties, probablement plus en mode rapide, parce qu'en tour par tour, ce genre de jeu-là, c'est pas un jeu que tu fais des grosses réflexions. Tu as 3 cartes en main, ok, tu joues ça, puis là, ça prend du temps avant de revenir à ton tour. Donc, je pense que ce jeu-là est plus fluide en jouant en temps réel. Donc, je vais l'essayer en ce mode-là pour vous en reparler. En tour par tour, c'est peut-être un petit peu long. Tour par tour, plus intéressant pour des jeux un petit peu plus complexes où on veut réfléchir à notre tour puis se remettre dans le bain à chaque fois. Donc, Codex Naturalis, je vais y rejouer, c'est certain, pour vous en reparler. J'ai fait aussi une partie à 2 joueurs, cette fois-ci en vrai, avec mon collègue de jeu habituel. Cette semaine, on était 2, donc on a joué et j'avais le goût, c'est moi qui ai proposé, j'avais le goût de rejouer à Tapestry, ça fait un petit bout que je n'avais pas joué et c'est tellement un bon jeu. Je pense pas que j'avais encore essayé la configuration 2 joueurs, mais qui marche super bien. Je pense que je vais avoir joué à 3, 4, 5 joueurs, 2, 3, 4, 5 joueurs plus solo. Je pense que j'ai fait un grand chelem avec Tapestry. Vraiment essayer à toutes les sauces. C'est tellement un jeu excellent. C'est un jeu de piste. Civilisation, ok. Mais c'est un jeu de piste principalement là, où j'ai pas tant l'impression de développer une civilisation, mais vraiment d'optimiser chacune de mes pistes pour, ok, si j'avance là, ça va me donner ça. Si j'avance dans l'autre façon ici, peut-être ça va me permettre de jouer un petit peu plus longtemps ce tour-ci avant de changer d'air, parce que l'air, c'est nous qui décide quand on veut changer. Donc ça a une bonne importance aussi. Il y a vraiment des belles combos de points à faire, dépendant de qu'est-ce qu'on va sélectionner, qu'est-ce qu'on va avancer dans différentes pistes. Il peut y avoir de la confrontation ou non. Dans la partie que j'ai jouée, on n'a même pas fait un combat. En fait, j'ai mis terme à ça à la fin à la dernière manche. J'ai joué une carte qui faisait qu'on faisait une entente, on s'alliait, donc on ne pouvait pas se battre un et l'autre, et moi je faisais des points sur ces technologies qui avançaient, donc c'était intéressant pour moi, puis ça me protégeait aussi, je voulais pas nécessairement me faire attaquer. Lui de son côté, il avait beaucoup de cartes Tapestry, de trappes, etc. Donc, c'était pas intéressant pour moi de l'attaquer, même si je le savais pas. Mais c'était pas dans ma stratégie de base. J'avais une civilisation très technologique. J'ai joué avec l'extension aussi Plan and Deploy, que j'avais jamais joué encore, qui permet d'avoir un bâtiment spécifique à nous au début de la partie. Si on remplit les objectifs, on le met sur notre petit plateau. Et il va y avoir aussi des nouvelles civilisations. Là, j'avais une civilisation qui était très axée sur les technologies. Que j'ai réussi à bien maîtriser quand même, mais j'étais peut-être une quarantaine de points en arrière. J'ai fait quand même un bon score, dans les 200 points, c'est quand même respectable, mais j'étais un petit peu en arrière, j'ai fait quelques mauvaises décisions ici et là, mais malgré tout, c'était super intéressant. C'est vraiment un jeu d'optimisation, comme je les aime. Toutes les pistes. La prochaine étape, ça va être d'essayer aussi avec l'extension art et architecture aussi, qui m'intéresse beaucoup. Une 5e piste à tout ça, donc j'ai hâte de voir la dynamique de ce jeu-là avec 5 pistes.
Matériel de qualité aussi, on s'entend. Ils ont fait une production de fou avec tous les petits bâtiments. C'est assez intéressant comme jeu. Encore là, si je reviens un peu à ce que j'ai dit plus tôt, c'est le genre de jeu que j'aurais peut-être aimé avoir une version une boîte plus petite. Quoique la boîte n'est pas si grosse que ça, là, elle est quand même dans les standards, un petit peu plus épaisse. Mais une version avec juste des tuiles, là, moi, ça m'aurait fait mon affaire. Version plus petite, moins dispendieuse aussi. Quoique les petits jetons de petits bâtiments en espèce de résine, c'est quand même le fun comme pièce, mais des petits cubes de bois, ça aurait fait aussi mon affaire pour avoir une version très épurée, mais je pense que ça l'aurait moins vendu pareil. C'est drôle, là, mais je pense que c'est sûr qu'on est dans cette ère-là de très esthétique, il faut que ça se démarque. C'est souvent un critère que les gens recherchent, mais c'est sûr que que le jeu soit bon, c'est ma priorité de mon côté. Donc, Tapestry. Une autre partie de ça, cette fois-ci à 2 joueurs. Bon, le temps file, je vais y aller avec un dernier jeu et je vous parlerai, j'ai refait aussi une partie de Russian Railroad sur BGA, mais je vous en reparlerai dans le prochain épisode parce que je vais avoir joué aussi une partie de Asian Railroad, donc le Ultimate Railroad sur Board Game Arena, mais que je suis en train de jouer une partie en tour par tour, donc on va se terminer d'ici 2 semaines. Et je vous en reparlerai à ce moment-là. Parce que là, je veux terminer avec Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Donc, j'ai reparti ma campagne où j'en étais rendu après les vidéos que j'ai tournées. J'avais refait une partie que j'avais pas eu le temps de rejouer. Et là, je le laisse sur ma table. En fait, il est toujours emballé. Il faut que je le défasse à chaque fois. Là. J'ai pas d'endroit spécifique où je peux le laisser, malheureusement. Mais j'ai décidé de reprendre ça. Donc, j'ai fait la mission 0.4 que j'ai réussi à passer au travers, vu que j'avais fait un premier essai, mais ça avait été un échec. Et j'ai fait une première tentative de la mission 1.1, donc la mémoire 1.1. Malheureusement, j'ai échoué, mais c'est le genre de jeu que tu te dis, OK, là, prochaine fois que je l'essaye, je vais essayer vraiment une autre optique de jeu, parce que là, de la façon que je suis parti, c'était pas vraiment idéal. C'est tellement tactique ce jeu-là, faut que j'utilise bien mes équipements. J'ai pas utilisé assez d'équipements dans le jeu. J'aurais pu vraiment m'aider avec ça. Mes personnages n'avaient pas beaucoup de points de vie non plus. Ils avaient été amochés un petit peu dans la ronde précédente. Malheureusement, les deux sont morts. Donc là, j'étais obligé de repartir avec des apprentis. Fait qu'avec les apprentis, ben, on fait ce qu'on peut avec ceux-là. C'est pas toujours évident, mais ça reste intéressant quand même. Comme ça t'enlève un petit peu de pouvoir, mais malgré tout, ça reste jouable quand même et c'est très représentatif. Tes personnages, tes assassins sont rendus à l'hôpital, donc il faut que tu attendes avant de pouvoir les rejouer. Donc jusqu'à maintenant, donc je sens que je rentre vraiment là, dans le cœur du jeu. Les premières mémoires de 0.1 à 0.4, c'est vraiment pour introduire les jeux, les mécaniques, etc. Qu'est-ce qui peut arriver, puis là à partir de 1.1, on rentre vraiment dans le jeu. Donc je vais poursuivre ça dans les prochaines semaines. Je vais avancer la campagne le plus possible. Je ne sais pas si je vais toute la finir d'un coup. Je vais sûrement jouer me rendre à un certain moment, peut-être le remettre de côté, dépendant de ce que je veux jouer aussi dans les prochaines semaines. Mais j'ai toujours le goût de rejouer à ce jeu-là. C'est dans mon style, pour ceux qui connaissent moins, c'est un jeu très tactique. On peut jouer dans l'ordre que l'on veut les personnages. Je joue avec 2 personnages en solo, donc c'est la façon de jouer. Mais les 2 personnages, tu en as besoin, puis tu les déplaces vraiment comme tu veux. C'est pas une gestion lourde, c'est vraiment de faire, OK, lui, je vais aller là, là. Puis quand on joue à plusieurs joueurs, c'est la même chose. Là. Il n'y a pas d'ordre de tour. Donc, c'est vraiment un jeu que si on est plusieurs, ben, c'est juste plus de tête pour la tactique du jeu puis de discussion. Mais ça reste que il y a un joueur qui peut contrôler, déplacer les personnages, ça change pas grand-chose. Ça devient juste de la discussion à ce moment-là. Donc, c'est un jeu parfait pour jouer en solo puis bien réfléchir à ses stratégies, mais qui peut être très bien. Je jouerais peut-être pas à 4, là, il me semble que ça fait beaucoup de tête pour, pour ce qu'on veut faire. Quoique chacun peut dire, ben, regarde, moi je vais aller là, je vais faire telle affaire, ok, moi je vais aller là, ta. Ça peut être aussi une belle option si vous jouez à plusieurs aussi. Et en parlant de Assassin's Creed Brotherhood of Venice, il a été annoncé, je pense que j'en ai peut-être pas parlé. Oui, j'en ai parlé dans les nouvelles il y a 2 semaines.
qu'il y a une version magasin qui va arriver d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, c'est possible de la précommander déjà sur le site de la boutique si ça vous intéresse, en version française. Et dans le fond, ils ont réduit un peu, ils ont réduit les figurines, ils ont juste gardé des standees pour tout ce qui est les ennemis. Les personnages vont être en figurines. Et ils ont aussi réduit le nombre d'enveloppes. Je ne sais pas trop comment ils ont mixé ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'enveloppes dans la boîte de base. Je ne sais pas trop comment ils ont géré ça pour avoir une campagne quand même évolutive, mais avec moins d'enveloppes, à ce que j'ai compris. Boîte plus petite aussi parce que la boîte est énorme. C'est pas un jeu qui se distribue très bien, on s'entend. Ça fait des cartons très lourds et très difficiles de transport. Donc, c'est le fun de voir au moins qu'il y a une version boutique qui va arriver avec ce jeu-là. Donc, c'est mes expériences pour ces 2 dernières semaines-là. Donc, Assassin's Creed, Brotherhood of Venice, vraiment un superbe jeu. Et donc, on s'en va. Oui, on s'en va là. On s'en va voir dans les 2 dernières semaines qu'est-ce qu'on a reçu à la boutique. Donc, ça vous permet de voir les nouveautés, d'avoir un petit descriptif de chacune des nouveautés. Encore là, si vous voulez aller voir, moi je fais du montage à tout ça parce que c'est une vidéo que je présente sur la chaîne de la boutique. Donc, si vous voulez aller voir au complet les vidéos de ces présentations en magasin, je vous invite à aller sur la chaîne de la boutique La Pioche, vous allez avoir l'intégrale. Sinon, ici, je vous parle, je fais un petit montage des jeux qui sont plus intéressants pour l'auditoire ici, tout simplement. Donc, souvent, j'enlève les jeux de party parce que c'est moins mon créneau ici sur la chaîne. Quoique ça peut être intéressant quand même. Il y en a certains que je présente parce qu'ils m'intéressent. Donc, sur ce, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui est arrivé donc, dans du neuf et des retours des 2 dernières semaines. Un jeu qui m'intéresse beaucoup. Je suis très fan de la série Baseball Highlight 2045. Et là, ici, on a Baseball Highlight de Dice Game qui vient tout juste d'arriver en boutique. C'est en anglais. C'est un jeu de Mike Fitzgerald et c'est un jeu dans lequel, dans le fond, c'est un jeu de cases à cocher. Tout simplement dans un univers de baseball dans lequel on va lancer les dés et en fonction des résultats obtenus, on va pouvoir cocher des cases qui éventuellement vont vous permettre de faire courir des joueurs sur les buts et faire des points. Donc, en solo, on va jouer contre un adversaire virtuel. À plusieurs joueurs, on va jouer contre les autres joueurs. C'est 1 à 4 joueurs, âgés de 8 ans et plus, une vingtaine de minutes par partie. Comme j'ai mentionné, c'est seulement en anglais. Donc, si vous aimez le baseball, vous êtes dans cet univers-là. Donc, pour Baseball Highlight de Dice Game. On va dans un tout autre registre avec Pessoa. Donc, Pessoa, c'est un poète qui avait plusieurs hétéronymes et dans le fond, il y avait de multiples personnalités pour écrire ces différents poèmes et on va incarner ces hétéronymes-là tout au long de la partie pour justement créer des poèmes pour faire des points de victoire. C'est un placement d'ouvrier dans lequel on va pouvoir déplacer notre hétéronyme dans les différentes zones du plateau. On va aussi pouvoir incarner PCA et l'utiliser pour aller dans différentes zones également. C'est un jeu qui va se dérouler sur une 12aine de manches, si je ne me trompe pas. Et comme j'ai mentionné, c'est un placement d'ouvrier. Donc, les différents secteurs vont faire différentes actions, principalement pour aller chercher des cartes, chercher des habilités pour faire plus de points lorsqu'on joue des cartes. C'est un système de points qui marche avec des symboles sur les cartes principalement. Et il y a un système aussi d'énergie, de petits chapeaux, qui sont les déplacements qu'on va pouvoir faire, l'argent pour acheter les cartes, etc. Donc, il y a un système de repos aussi pour reprendre notre énergie. On peut augmenter ces énergies-là avec des petites tuiles. On peut augmenter la valeur justement de nos symboles avec les petites tuiles également. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 45 à 75 minutes environ, et des joueurs de 12 ans et plus. Donc, en français ici, par Geek Attitude Game, donc PSOA. On change encore de registre. Ici, on va avec
Fire in the Sky, The Great Pacific War, donc 1941-1945. Donc, c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, environ une 60aine de minutes par partie, dans lequel on va recréer la guerre dans le Pacifique durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un joueur qui va jouer les Alliés, un autre joueur qui va jouer l'Empire japonais. Et dans le fond, on va se battre tout simplement dans le Pacifique avec des armées de terre, des armées navales et des armées aériennes. Donc, on va utiliser, il va falloir bien gérer nos ressources également. On peut jouer sur une campagne de vraiment toute la période de Pearl Harbor jusqu'à Hiroshima. Donc, un jeu à contexte historique de guerre pour Fire in the Sky pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. On a aussi reçu Tree Line Avenue. Donc, c'est un jeu de Japanim Game. C'est un petit jeu ici, il est en anglais également. C'est un jeu dans lequel on va devoir créer une zone, pas une zone, mais des rues avec des arbres, tout simplement. Et on va avoir des objectifs à accomplir et on va pouvoir placer au courant de la partie des fermiers qui vont nous permettre de faire des points avec les différentes lignes colonnes. C'est un concept de même couleur d'arbre pour faire le plus de points et les objectifs qu'on va accomplir aussi vont être reliés avec des animaux qu'on va mettre sur les différentes tuiles qui va nous permettre également de faire des points, donc principalement. On tente d'aligner les choses, mais l'adversaire va aussi placer des tuiles, nous aussi, donc dépendant de ce qu'on va placer. Il faut bien gérer ça pour réussir à accomplir nos différents objectifs. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, et 20 à 30 minutes par partie. C'est la version anglaise ici qu'on a présentement. On a également reçu le retour en stock de Les Petites Bourgades. Dans le fond, Les Petites Bourgades, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs, à peu près 45 minutes par partie. C'est un jeu pour des joueurs de 10 ans et plus. C'est un jeu dans lequel on va construire une ville en fonction des différentes conditions des bâtiments à construire. Il faut placer des petits cubes qui vont nous permettre de les enlever lorsqu'on va avoir fait la forme correspondante et placer le dit bâtiment sur le plateau de jeu à un des endroits qui étaient recouverts par des petits cubes. Et donc, on va devoir bien placer nos choses stratégiquement pour avoir le moins de cases vides à la fin de la partie. Et aussi correspondre aux différents objectifs des bâtiments qui vont nous donner des points en fonction des autres bâtiments autour, de la façon qu'ils sont placés. Donc, une belle organisation à faire avec les petites bourgades. Et on a reçu ça puisque l'extension en français, Fortune, vient tout juste d'arriver aussi. Donc, l'extension Fortune, qui, elle, ne change pas le nombre de joueurs, mais vient rajouter, dans le fond, de l'argent en jeu. Donc, on va gagner des pièces lorsqu'on construit différents bâtiments. Donc, ça ajoute des nouvelles fonctionnalités aux différents bâtiments pour gagner de l'argent, tout simplement. Donc, c'est ce que ça vient rajouter. Puis on va pouvoir la dépenser aussi, cet argent-là. Donc, on rajoute un concept de plus avec l'extension Fortune pour les petites bourgades. On a reçu également la version anglaise de Tiny Epic Dungeon qui était sur Kickstarter, donc il vient d'arriver en boutique. Et c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes, 14 ans et plus. Donc, c'est dans la série des Tiny Epic, série de jeux, des petites boîtes dans ce format-là, mais souvent avec beaucoup de contenu à l'intérieur. Ici, c'est vraiment un jeu d'exploration de donjons, des tuiles qu'on va ajouter sur le plateau, des monstres qu'on va attaquer, des boss à combattre. Donc, c'est ce qu'on va faire tout simplement dans Tiny Epic Dungeon, vraiment un jeu d'exploration de donjons. Ici, c'est la version anglaise. On a également reçu Nanty Narking, un jeu de Martin Wallace, auteur reconnu, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, âgés de 14 ans et plus, 60 minutes environ par partie. C'est un jeu de contrôle de territoire, principalement. On est dans un Londres victorien, et c'est là qu'il va falloir contrôler le territoire, on va pouvoir
chaque joueur va avoir une condition de victoire sur le nombre de territoires qu'il devra contrôler, des bâtiments aussi qu'on va construire. Et principalement, c'est de la façon que le jeu va jouer. On va jouer avec des cartes qui vont avoir des actions ou des effets qu'on peut activer dans le bas de la carte. Donc, c'est le principe général du jeu. Ça joue avec des cartes et du contrôle de territoire pour Nanti Narking ici, donc en version anglaise. Dune Imperium en français qui est arrivé à la boutique. C'est un jeu qui était déjà sorti en français, mais avant l'ouverture de la boutique. Et là, c'est la première fois qu'on l'a dans sa version française. Donc, Dune Imperium, c'est arrivé. Dune, c'est un jeu dans lequel on a principalement du deck building, construction de paquets de cartes, et du placement d'ouvriers. On va aussi avoir de l'influence dans des différentes pistes qu'il faut augmenter pour aller chercher des points de victoire. Il y a des combats aussi. C'est une course à 10 points, donc très serré, très tendu comme style de jeu. Donc, Dune Imperium en français, c'est de retour. On a également Iki qui est de retour. Iki, c'est un jeu en version multilingue, donc on a anglais, français dans la boîte. C'est un jeu dans lequel on va employer différents marchands avec des commerces qu'on va jouer dans la partie. Les marchands vont augmenter juste de force ou de sagesse ou d'expérience, on va dire ça comme ça, et ils vont prendre éventuellement leur retraite. Ça va faire des effets, ça va nous amener les cartes. C'est un jeu principalement, on va collectionner des ensembles, soit des poissons, soit des différentes collections de cartes. On va aussi avoir des pipes à tabac à les collectionner. Il y a aussi des feux qui vont arriver dans la partie, qui vont brûler certains bâtiments. Donc, il faut faire attention, se protéger contre les feux. On peut être plus téméraire puis ne pas se protéger non plus. C'est un principe qu'on va se déplacer dans le marché, tout simplement, pour visiter les différents commerçants. Et à chaque fois qu'on retourne, ça fait augmenter l'expérience. À chaque fois qu'on fait un tour de plateau, ça fait augmenter l'expérience de nos marchands. Si les autres joueurs vont visiter nos marchands, ça va les faire augmenter l'expérience également. On va jouer sur 4 saisons, tout simplement sur une année complète. Donc, Iki, c'est de retour en stock également. Et on a le retour aussi de l'extension Rise of X pour Dune Imperium en anglais ici cette fois-ci. En français, elle n'est pas encore sortie, mais disponible en précommande sur le site. Donc, Dune Imperium Rise of X, c'est l'extension qui permet d'ajouter un nouveau plateau de jeu, des nouvelles cartes, des nouveaux personnages aussi pour avoir différents pouvoirs spéciaux. Donc ça rajoute un petit peu tout ça. Supposément qu'elle est très très bonne comme ajout, comme extension. Ce que j'ai entendu comme retour de commentaires, c'est que on ne veut plus l'enlever une fois qu'on l'a mis dans le jeu. Donc c'est de retour Dune Imperium Rise of X. Et finalement, on a aussi cette boîte-là avec tous les petits personnages. Donc, Dune, le Upgrade Pack en anglais, quoique il y a seulement des miniatures. Donc, ça ne changera pas grand-chose. C'est une boîte de rangement en même temps. Donc, même si vous avez une version française, je pense pas que ça va changer grand-chose pour vous, vu que c'est vraiment les miniatures ici et un petit token qu'on va venir changer au lieu d'avoir les petits cubes, les petits ouvriers en bois. Donc, on va toujours avoir des miniatures ici pour Dune Imperium. Donc, c'est le Deluxe Upgrade Pack. Ça, la dernière fois, c'est parti assez vite. Quand je vous l'ai présenté, je pense qu'il n'en restait plus. Et là, il est de retour. Donc, j'en ai 3 copies. Donc, c'est ce que j'ai réussi à obtenir pour l'instant. En version anglaise, The Isle of Cats, Explore and Draw. Donc, l'île des chats, c'est la version Roll and Write. Donc, dans cette version-ci, on va encore avoir un bateau très similaire à remplir avec des pièces de chat. Des chats, des trésors, encore des cartes de points spécifiques. Et comment ça va fonctionner? C'est qu'on va choisir une colonne de cartes
et on va tout résoudre les actions de ces cartes-là dans l'ordre que l'on veut. On va aussi cocher les différentes cartes bleues sur notre espèce de panneau à côté pour faire les points à la fin de la partie. Donc, très simple, même concept de jeu, on remplit nos tuiles, on a des crayons de différentes couleurs pour différencier les différentes couleurs de chat, tout simplement, et les différents trésors. Donc, c'est ce qu'on va faire dans les Dial of Cat Explore and Draw, c'est de 1 à 6 joueurs, 30 à 45 minutes, pour des joueurs âgés de 10 ans et plus, tout simplement. Donc, je le rappelle, c'est la version anglaise. Il n'y a pas énormément, il y a quand même du texte sur le panneau ici pour les différents objectifs. Donc, c'est pas du gros texte, mais il y a quand même du texte en anglais, malgré tout. On a aussi, encore une fois, en version anglaise, il y a une version française qu'on n'avait pas réussi à avoir la première fois, mais qui va s'en revenir aussi également. Quoique c'est un jeu qu'on peut trouver les règles en français facilement et jouer avec cette version-là, vu que c'est seulement des cartes avec du texte. Donc, je vais parler du jeu avant, hein, c'est Tranquillité. Donc, Tranquillity, c'est un jeu coopératif dans lequel on va devoir remplir une grille de 6 par 6, donc de 36 cartes, avec des cartes numérotées de 1 à 80. Et on ne peut pas se parler. Donc, ça fait penser à un certain The Game, mais ici, il faut les placer à certains endroits et à un moment donné, on ne sera pas capable de placer dans différentes zones vu qu'il faut aller en ordre croissant. Donc encore là, ça fait penser à un certain The Game. Il y a différents modes de jeu par contre qu'on peut rajouter, ajouter des monstres, etc. Donc il y a certains niveaux de difficulté. Et à chaque fois qu'on va placer avec côté d'une carte adjacente, il faut payer en carte qu'on va défausser la différence entre les cartes. Donc, il ne faut pas faire des trop gros sauts entre les cartes. Il faut bien placer les choses pour discarter le moins de cartes possible parce que dès qu'un joueur n'a plus de cartes dans sa pioche, c'est terminé si on n'a pas réussi à remplir toute la grille. Donc, ici, 1 à 5 joueurs, 20 minutes par partie, environ des joueurs de 8 ans et plus pour Tranquility, tranquillité. Bureau of Investigation, enquête à Arkham et autres contrées. Donc, bureau d'investigation, c'est la version française ici, même si le titre est en anglais. C'est un jeu dans lequel on va être... en fait, c'est un jeu basé sur les jeux Sherlock Holmes, Détective Conseil. Peut-être que vous connaissez déjà avec des gros livres d'enquête, etc. On reprend un peu le même principe ici avec 5 enquêtes, mais dans l'univers Lovecraft, donc l'univers fantastique. Et on va devoir justement résoudre ces 5 enquêtes-là. Il a amélioré quand même le système pour aller rechercher dans le livre, etc. On peut faire des entrevues, on peut aller faire d'autres éléments. Un petit peu, mais ça reste quand même narratif, où on va prendre des décisions, aller dans les différents numéros. On a une grosse carte aussi de la ville. Donc, ça va être quand même dans le même concept de jeu que les Sherlock Holmes, mais amélioré. À mon avis, ça me semblait ça à ce que j'ai vu dans les vidéos. Je ne l'ai pas essayé encore de mon côté. C'est pour 1 à 8 joueurs, 14 ans et plus. Environ 90 minutes par partie. Donc, je te le rappelle, il y a 5 enquêtes dans la boîte ici de Bureau of Investigation, enquête Arkham et autres contrées. Ensuite de ça, c'est beaucoup des extensions qu'on a reçues. Donc, la nouvelle extension Marvel Champion, Sinistre Motivation ou Sinister Motive. Donc, on a les deux, version anglaise, version française, pour le fameux jeu de cartes Marvel Champion. Donc ici, on rajoute 2 paquets héros préconstruits, donc Spider-Man et Ghost Spider. Et on a aussi 5 scénarios dans cette boîte-là. Donc on a l'Homme de Sable, Docteur Octopus, Venom et Mysterio. Donc il m'en manque un, mais on en est supposé en avoir 5. Ouais, 5 scénarios avec ces 4 personnages-là, donc tout simplement. Donc c'est la boîte Spider-Man avec ses Nemesis. Donc ici avec Sinistre Motivation pour Marvel Champion. On a aussi reçu Horror Arkham, le jeu de cartes, l'héritage de Dunwich, l'extension campagne, donc en anglais et en français. Ici, c'est la boîte française. J'ai aussi la boîte anglaise disponible.
Quoique non, la version anglaise, je pense que la dernière est partie ce matin. Donc, l'héritage de Dunwich, c'est donc une nouvelle extension qui comprend 8 scénarios. Donc, 8 scénarios dans cette campagne-là de 1 à 4 investigateurs qui vont pouvoir jouer ces scénarios-là, tout simplement. Donc, si vous êtes des amateurs du jeu, sachez que c'est arrivé. Je sais que c'était dans la nouvelle version, parce qu'avant, c'était tous des petits paquets à part. Donc là, ici, vous avez tout regroupé ensemble, tout simplement. Donc, 1 à 4 joueurs, c'est coopératif, cette extension-là, comme tout le jeu, bien évidemment, et c'est 45 minutes par joueur. À bien comprendre. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode, l'actu ludique du 10 avril 2022. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite encore une fois à aller visiter boutiquelapioche.com, donc ma boutique de jeux, pour faire des achats. Si vous voulez encourager la chaîne, c'est la meilleure façon de le faire en ce moment. Si vous voulez m'aider à poursuivre ça, à cette chaîne-là et cette belle boutique-là aussi en même temps. Donc, c'est la façon de faire. Et sur ça, on va se revoir très bientôt dans un prochain épisode de l'Actu Ludique. Il va y avoir aussi d'autres vidéos entre ça sur des parties en solo et des comment jouer. Et sur ça, on se revoit très bientôt. Bye bye!